Avant de regarder une seule autre vidéo, j'aimerais te poser une question simple mais honnête. Quand as-tu regardé pour la dernière fois ton ticket de caisse du supermarché? Vraiment regarder, ligne par ligne, sans le survoler. Car c'est précisément là que commence un problème que des millions de familles ne verront que lorsqu'il sera trop tard. De grands groupes agroalimentaires ont déjà validé des hausses de prix qui n'apparaîtront en rayon qu'à la fin du mois de janvier. Ceux qui n'y prêtent pas attention aujourd'hui paieront bientôt beaucoup plus cher exactement les mêmes produits. Ce que très peu de gens savent, c'est qu'il existe en ce moment une fenêtre de tir d'environ 3 semaines, pendant laquelle il est encore possible d'acheter aux anciens prix. J'ai pu le confirmer auprès de plusieurs contacts du secteur. 7 produits alimentaires du quotidien vont subir des augmentations comprises entre 15 et 40%. Et l'un d'entre eux, à lui seul, peut faire économiser plus de 500 $ par an à une famille moyenne. Ce ne sont ni des hypothèses ni de la peur gratuite, mais des calculs simples basés sur les habitudes de consommation et sur des listes de prix déjà annoncées. Les familles qui ont compris cela il y a 2 mois sont aujourd'hui sereines. Elles ont constitué leur stock aux anciens tarifs, pendant que d'autres vont devoir revoir tout leur budget. Dans cette vidéo, je vais te montrer précisément quels sont ces 7 aliments, pourquoi ils sont touchés en priorité et comment les conserver correctement sans rien gaspiller. La fenêtre est déjà ouverte et elle se referme plus vite que beaucoup ne l'imaginent. Commençons par un produit que presque tout le monde consomme et que beaucoup considèrent comme indispensable, le café. Que tu boives une tasse de temps en temps ou que ta journée ne démarre pas sans 2 ou 3 cafés, cela te concerne directement. La production d'Arabica au Brésil a chuté de 13% par rapport à l'an dernier. Ce n'est ni une erreur, ni une exagération, 13% de moins. Le Brésil fournit environ 40% du café mondial. Quand le premier producteur subit une telle baisse de récolte, les prix n'augmentent pas lentement, ils explosent. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le café que tu achètes aujourd'hui a été récolté il y a plusieurs mois. Les véritables effets de cette mauvaise récolte n'arriveront dans les supermarchés qu'à partir de la fin janvier. Un contact travaillant pour un grand distributeur de café m'a confié récemment que les nouvelles grilles tarifaires envoyées aux enseignes mi-janvier vont surprendre plus d'un acheteur. Il ne pouvait pas me donner de chiffres précis, mais le message était clair. Un café premium, vendu aujourd'hui autour de 12 $, pourrait atteindre 18 $ au printemps. Une hausse d'environ 50% pour un simple rituel quotidien. J'ai donc agi immédiatement en achetant plusieurs paquets du café que ma famille consomme habituellement. Le point clé n'était pas la marque, mais l'emballage. Sous vide, avec une date de torréfaction récente, idéalement inférieure à 2 semaines. Bien conservé, le café peut rester consommable jusqu'à 2 ans. Un conseil de torréfacteur m'a permis d'économiser encore plus, diviser le café en portions hebdomadaires et les remettre sous vide afin de préserver l'arôme après ouverture. Faisons un calcul simple. Une famille qui consomme un paquet de café premium par mois dépense aujourd'hui environ 144 $ par an. Avec les nouveaux prix annoncés, on dépasse facilement les 200 $. Plus de 70 $ d'écart uniquement grâce à un achat anticipé. Et dans les foyers où plusieurs personnes boivent du café, la différence devient encore plus marquée. Dernier point essentiel, il faut regarder la date de torréfaction, pas la date de durabilité minimale. Le café perd de son arôme après 6 semaines, mais reste parfaitement consommable pendant longtemps s'il est bien stocké. Des grains fraîchement torréfiés en promotion, c'est de l'or pur. Passons maintenant à un produit que beaucoup sous-estiment et qui, pour cette raison précise, va coûter très cher dans les mois à venir, le chocolat. Plus précisément, le chocolat de pâtisserie, le cacao en poudre et les produits à base de cacao de qualité. Pas les tablettes à la caisse, mais les ingrédients invisibles qui entrent dans presque tous les desserts et viennoiseries. Le chiffre qui m'a réellement alerté est sans appel. Le prix du cacao est monté l'an dernier jusqu'à 12 000 $ la tonne. Même après être redescendu autour de 6 000 $, il reste encore 2 fois plus élevé qu'il y a 3 ans. Ce n'est pas une fluctuation passagère, mais un problème structurel. Environ 70% du cacao mondial provient d'Afrique de l'Ouest, une région frappée de plein fouet par des phénomènes climatiques extrêmes qui ont fortement réduit les récoltes.
J'ai échangé avec Maria, responsable des achats pour une chaîne régionale de boulangerie. Elle m'a expliqué qu'ils achètent actuellement autant de cacao que possible, malgré les prix élevés. Leur fournisseur annonce déjà une nouvelle hausse pour le mois de février. En parallèle, de grands groupes chocolatiers recommencent à remplir leur stock après des mois d'attentisme, ce qui accentue encore la pression sur les prix. L'erreur classique serait de stocker des confiseries. Elles fondent, vieillissent mal et coûtent cher à l'unité. La stratégie intelligente est ailleurs. Chocolat de pâtisserie et cacao pur en poudre. Ces produits se conservent très longtemps et offrent un rendement exceptionnel. J'ai fait le test moi-même. Un sac de cacao en poudre de qualité d'environ 2 kg coûte aujourd'hui autour de 28 $. Au printemps, le même sac pourrait atteindre 40 $. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'un seul paquet de cacao peut remplacer gustativement l'équivalent de près de 200 tablettes de chocolat. L'économie ne vient pas seulement du prix, mais de la quantité d'usage possible. Bien stocké, à l'abri de l'air, de la lumière et de la chaleur, le cacao en poudre se conserve jusqu'à 3 ans, sans perte de qualité. J'utilise simplement des bocaux en verre hermétique et je n'ai jamais eu de problème. En sécurisant ces produits maintenant, tu garantis des desserts, des boissons chaudes et un petit luxe du quotidien au prix d'aujourd'hui, pas à ceux de demain. Ce sont justement ces ingrédients discrets, rachetés encore et encore, qui finissent par creuser les plus gros trous dans un budget familial. Nous arrivons maintenant au point le plus important de cette liste. L'aliment à l'origine du chiffre de 500 $ mentionné dès le départ. Les œufs. Cela paraît banal, presque insignifiant, et c'est précisément pour cette raison que la majorité des gens ne voient pas ce qui arrive. Ce qui se passe actuellement dans l'industrie des œufs est brutal. Rien qu'en 2025, plus de 31 millions de poules pondeuses ont été abattues à cause de la grippe aviaire. Ce ne sont pas des statistiques abstraites, mais les animaux qui produisent chaque semaine les œufs que tu achètes au supermarché. Pour donner un ordre de grandeur, cela représente plus que la population totale de l'État du Texas. Et ce déficit de production ne se résorbe pas en quelques semaines. Je l'ai vu très concrètement autour de moi. Une voisine payait déjà, au printemps, plus de 6 $ la douzaine certaines semaines. Pour une famille de 4 personnes, cela représentait près de 20 $ par semaine, uniquement pour les œufs. Sur une année, on dépasse largement le millier de dollars. Lorsque je lui ai dit à l'époque que ce n'était pas une anomalie, mais un avant-goût de ce qui allait suivre, elle pensait que j'exagérais. Regardons les chiffres froidement. Une famille moyenne consomme environ 2 douzaines et demie d'œufs par semaine. Au prix moyen actuel d'environ 2,86 $ la douzaine, cela représente déjà près de 374 $ par an. Non. Les projections du secteur indiquent que le prix pourrait atteindre 4,50 $ au printemps. À consommation identique, la facture annuelle grimpe alors à près de 585 $. Plus de 200 $ de hausse sans changer la moindre habitude. C'est ici que la stratégie fait toute la différence. Les foyers avertis achètent leurs œufs maintenant et les conservent correctement. J'ai appris cette méthode auprès d'un agriculteur qui la pratique depuis des décennies. Les œufs se congèlent très bien, à condition d'être battus avant congélation. Versés dans des bacs à glaçons, un compartiment correspond à peu près à un œuf. Conservés ainsi, ils se gardent jusqu'à 1 an. Je l'ai testé moi-même. Une douzaine d'œufs battus, congelés, puis utilisés 6 mois plus tard pour des œufs brouillés. Aucun changement de goût. Le véritable levier se situe à l'achat. Récemment, j'ai trouvé un lot de 15 douzaines, à environ 2,13 $ la douzaine, bien en dessous du prix moyen. J'en ai congelé la moitié et consommé le reste normalement. Fais le calcul. Acheter 50 douzaines à ce prix, au lieu de payer 4,50 $ plus tard, permet d'économiser plus de 100 $ d'un coup. En répétant l'opération, on dépasse rapidement les 200 $ d'économie. Ajouté aux autres produits de cette liste, on comprend pourquoi le seuil des 500 $ est parfaitement réaliste. Une erreur fréquente coûte cher. Congeler les œufs entiers. La coquille éclate et tout était perdu. Il faut toujours les battre avant, ajouter une petite pincée de sel et congeler en portions adaptées à l'usage réel. Ainsi, un aliment ordinaire devient un véritable bouclier pour le budget.
Passons maintenant à un sujet particulièrement sensible pour les familles qui consomment régulièrement de la viande, le bœuf. En particulier la viande hachée et les morceaux de qualité. La hausse des prix que l'on observe n'a rien d'un hasard. Elle est la conséquence directe de l'explosion des coûts à la ferme. Les aliments pour le bétail comme le maïs, le soja étalé, le foin, ont connu des augmentations à 2 chiffres au cours des 12 derniers mois. Et c'est la base même de toute la filière bovine. J'ai parlé avec Tom, éleveur de bovins dans le Nebraska. Il m'a expliqué sans détour que ses coûts d'alimentation ont augmenté de 45% par rapport à l'an dernier. Ces dépenses supplémentaires ne disparaissent ni pas, elles sont répercutées jusqu'aux consommateurs. Ce que les supermarchés ne disent pas clairement, c'est que la viande actuellement en rayon provient encore d'animaux nourris à des coûts plus faibles. La viande issue du bétail élevé, avec des aliments plus chers, arrivera sur le marché en février et mars. Les chiffres de Tom sont parlants. La viande hachée, vendue aujourd'hui autour de 5,95 $. La livre pourrait facilement atteindre 8 $ ou plus au printemps. Pour les steaks de qualité, les hausses prévues vont de 3 à 4 $ par livre. Pour de nombreux foyers, cela va modifier concrètement les habitudes alimentaires. La solution n'est pas d'acheter plus de viande, mais d'acheter mieux. J'ai beaucoup expérimenté le conditionnement sous vide et la congélation. De la viande hachée correctement emballée se conserve jusqu'à 12 mois. Les steaks et rôtis restent de bonne qualité pendant 8 à 10 mois si la température et l'emballage sont maîtrisés. Le véritable ennemi n'est pas le froid, mais l'air. Un conseil donné par un boucher, avec 30 ans d'expérience, m'a fait économiser beaucoup d'argent. Acheter de gros morceaux et les découper soi-même. Une pièce entière de rumsteak coûte environ 7,99 $ la livre, alors que les steaks déjà découpés, issus du même morceau, dépassent souvent 12,99 $. 5 $ de différence par livre, uniquement pour la découpe. J'ai acheté moi-même une pièce de près de 12 livres pour moins de 100 $, que j'ai découpée en steak et mise sous vide. À l'unité, cette même quantité m'aurait coûté environ 155 $. 60 $ d'économie en un seul achat et plusieurs semaines de viande prête au congélateur. Un dernier détail, souvent négligé mais essentiel, tout étiqueté. Date et type de morceau. Après quelques semaines, toutes les viandes congelées se ressemblent et l'improvisation mène souvent au gaspillage. L'organisation est une forme d'économie et c'est exactement l'objectif d'un achat conscient. Nous arrivons à une catégorie qui constitue la base de l'alimentation quotidienne de nombreuses familles et qui, pour cette raison même, devient extrêmement dangereuse lorsque les prix s'envolent, les produits laitiers. Lait, fromage, beurre, yaourt, des produits perçus comme évidents, dont l'impact sur le budget passe souvent inaperçu jusqu'au moment où il est trop tard. J'ai discuté avec une mère célibataire qui suit ses dépenses au centime près. Il y a 6 mois, elle consacrait environ 60 $ par mois aux produits laitiers. Le mois dernier, elle approchait déjà les 90 $ avant même la fin du mois. Ce n'est pas une exception, mais une tendance qui se répète partout. Pour comprendre cette hausse, j'ai passé une journée chez un producteur laitier dans le Wisconsin. Ces chiffres étaient sans appel. Les aliments pour bétail sont passés d'environ 200 $ la tonne à plus de 320. Les coûts de l'énergie, nécessaires à la réfrigération et à la traite, ont doublé. Les frais vétérinaires ont augmenté de 40%, les salaires de 35%, et même la litière est devenue plus chère. Malgré cela, le prix payé aux producteurs n'a presque pas suivi. Le modèle économique est sous tension. La conséquence pour la distribution est claire. Ces coûts finissent inévitablement en rayons. Des projections internes que j'ai pu consulter montrent une hausse marquée. Le lait, vendu aujourd'hui autour de 3,50 $ le gallon, pourrait atteindre près de 5 $ au printemps. Le beurre passerait de 4 à environ 6 $ la livre. Le fromage en bloc grimperait de 5 à 7,50 $. Ce ne sont pas des produits de luxe, mais des achats quotidiens. La bonne nouvelle, c'est que les produits laitiers se conservent très bien lorsqu'on sait comment s'y prendre. Les fromages à pâte dure peuvent être stockés pendant des mois, tout en continuant à s'affiner. Les grands blocs sont bien plus économiques que les petites portions.
Le beurre se congèle sans problème pendant 12 à 18 mois s'il est correctement portionné et emballé. Après décongélation, la différence est imperceptible. Un tournant personnel a été le lait en poudre. Les versions modernes, bien préparées, se rapprochent étonnamment du goût du lait frais, pour un coût inférieur de plus de moitié. Ceux qui apprennent à l'utiliser gagnent une vraie flexibilité. On peut aller encore plus loin, en fabriquant soi-même certains produits comme le yaourt ou le fromage frais pour une fraction du prix du commerce. Enfin, un levier souvent ignoré concerne les grossistes et magasins destinés à la restauration, parfois ouverts aux particuliers. Les mêmes blocs de fromage y coûtent souvent 30 à 50% moins cher. Avec un espace de stockage suffisant, les économies deviennent significatives. Un second réfrigérateur d'occasion est souvent rentabilisé bien plus vite qu'on ne l'imagine. Les produits laitiers ne sont pas un poste où l'on peut se permettre d'attendre. Anticiper aujourd'hui, c'est protéger une part essentielle du budget mensuel. Passons maintenant à une catégorie que presque tout le monde utilise, mais que très peu de personnes surveillent réellement. Les huiles alimentaires, huile végétale, colza, tournesol, olive. Elles entrent dans quasiment tous les plats cuisinés, frits ou cuits au four. C'est précisément pour cela qu'une hausse de prix ici est particulièrement dangereuse, car elle se glisse silencieusement dans chaque repas. J'ai pris conscience de l'ampleur du problème en aidant un ami restaurateur à refaire ses stocks. Un bidon d'huile végétale qu'il payait 48 $ en début d'année dépassait soudain les 70 $. Plus de 50% d'augmentation en moins de 12 mois. Pour un restaurant, l'huile est une matière première essentielle. Quand son prix explose, chaque plat devient plus cher. Et ses coûts finissent toujours par arriver, avec un décalage, dans les cuisines des particuliers. Un économiste agricole m'a décrit la situation comme une tempête parfaite. Catastrophe climatique dans les grandes zones de production, baisse des exportations d'huile de tournesol liées au conflit en Ukraine, perte de récolte en Amérique du Sud pour le soja, et en parallèle, une demande en hausse pour les biocarburants. Quand plusieurs piliers de l'approvisionnement mondial vacillent en même temps, les prix ne montent pas progressivement, ils bondissent. Ce que beaucoup sous-estiment, c'est la consommation réelle. En additionnant cuisson, friture, pâtisserie, sauce et marinade, une famille moyenne utilise plusieurs litres d'huile par mois. Aux prix actuels, cela représente déjà plus de 100 $ par an. Avec les hausses attendues au printemps, la facture pourrait augmenter de 60 à 90 $ supplémentaires, sans changer la moindre habitude. La stratégie est simple, mais doit être appliquée correctement. Achetez maintenant, en volume, et stockez dans de bonnes conditions. Les huiles neutres comme l'huile végétale ou de colza se conservent jusqu'à 2 ans, dans un endroit frais et sombre. L'huile d'olive, bien protégée de la lumière et de la chaleur, reste stable entre 18 et 24 mois. La chaleur et la lumière sont les véritables ennemis, bien plus que le temps. Les économies les plus importantes viennent de l'achat en grands contenants. Les bidons de 5 gallons destinés à la restauration coûtent souvent 2 fois moins cher au litre que les petites bouteilles du supermarché. Avec un peu d'espace, les économies deviennent immédiatement visibles. L'idéal est de transvaser une petite quantité pour un usage quotidien et de conserver le stock principal bien fermé et à l'abri. Une autre erreur fréquente consiste à utiliser des huiles coûteuses, là où leur goût ne joue aucun rôle. L'huile d'olive de qualité n'a rien à faire dans une friteuse. Pour les hautes températures, des huiles plus stables et moins chères sont parfaitement adaptées. Réserver les huiles premium aux usages où leur saveur compte vraiment permet de réduire la dépense sans sacrifier la qualité. Une fois que l'on comprend à quel point les huiles influencent le budget, on ne regarde plus jamais sa cuisine de la même manière. Pour terminer, parlons d'un produit que beaucoup considèrent comme acquis et sous-estiment totalement, le sucre et les édulcorants. Ce qui se passe actuellement sur les marchés mondiaux du sucre est loin d'être anodin. La production mondiale a chuté d'environ 12% l'an dernier, principalement à cause de conditions climatiques extrêmes dans des pays clés comme le Brésil, l'Inde et la Thaïlande. Dans le même temps, la demande industrielle repart fortement, car de nombreux fabricants reconstituent leur stock. Un acheteur d'un producteur alimentaire régional m'a confié qu'il paie aujourd'hui près de 60% de plus pour le sucre qu'il y a 1 an.
Et d'autres hausses sont déjà annoncées. Ce que beaucoup de familles oublient, c'est que le sucre ne sert pas seulement à sucrer le café. Il est au cœur de la pâtisserie, de la cuisine, des conserves et de la transformation des aliments. Quand son prix augmente, tout devient plus cher. L'avantage majeur du sucre, c'est sa durée de conservation. Le sucre blanc, stocké correctement, se conserve pratiquement indéfiniment. Ce n'est pas une légende. On a retrouvé du sucre vieux de plusieurs milliers d'années encore consommable. J'ai moi-même acheté un sac de 50 livres pour environ 30 $. En petits paquets, la même quantité m'aurait coûté presque 2 fois plus. Et si les prix augmentent encore de 30 à 40%, je suis totalement protégé. La règle est simple. Stockage hermétique, au sec et à l'abri des nuisibles. Des contenants alimentaires bien fermés suffisent. J'ai également renforcé mes stocks de miel et de sirop d'érable. Ces produits augmentent régulièrement en prix, se conservent très bien et complètent dans le sucre pour des usages spécifiques. Ce ne sont pas seulement des aliments, mais aussi une forme de valeur dans le temps. Il est important de remettre les choses en perspective. Il ne s'agit pas de tout acheter d'un coup, ni de céder à la panique. La stratégie intelligente consiste à avancer par étapes. Commence par les produits que ta famille consomme le plus. Achète de manière ciblée, stocke correctement et étale les achats sur plusieurs semaines. Frais, sombre et sec restent les 3 règles de base. La chaleur, la lumière et l'humidité détruisent la valeur de n'importe quel stock. Un autre principe fondamental est la rotation. Utilisez d'abord les produits les plus anciens et replacez les nouveaux derrière. Cela garantit fraîcheur et évite le gaspillage. Les familles qui appliquent déjà ces règles vivent aujourd'hui beaucoup plus sereinement. Elles mangent normalement, mais au prix d'hier, pendant que d'autres tentent d'absorber des factures de plus en plus lourdes. La fenêtre est encore ouverte, mais elle se referme rapidement. À partir de la mi-janvier, les nouvelles grilles tarifaires entreront en vigueur. À ce moment-là, tu ne paieras plus les prix d'aujourd'hui, mais ceux de demain. Acheter en conscience ne signifie pas se priver, mais anticiper. Et cette décision, elle se prend maintenant.